Très bien, tout le monde se connecte petit à petit. Bienvenue à nouveau à tout le monde. Nous sommes sur un webinaire d'1 heure tous ensemble, dans le cadre, je rappelle, de la semaine de l'évolution professionnelle. Nous allons avoir 2 temps, enfin même 3 temps. Un premier temps, je vais vous présenter ce que c'est la semaine de l'évolution professionnelle. Thierry va ensuite, donc Thierry Vonfeld, président, on peut encore dire président du coup? Oui, 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 oui. Président de Numérique Emploi Grand Est. Et puis, on aura, si le temps nous le permet, un temps de questions-réponses. Donc, je verrai également ce que vous mettrez dans le chat au fil de l'heure qui va s'écouler. Je précise que vous êtes près d'une dizaine, enfin, je crois que vous êtes 1100 inscrits ce matin. Donc, je vais essayer de suivre de la meilleure manière possible le fil du chat et répondre aux questions et voire même peut-être attendre un peu la fin pour regrouper les questions-réponses. On se lance. Alors, quelques règles et consignes. Vous avez la possibilité donc de poser vos questions via le chat et nous y répondrons au plus tard en fin de webinaire. Une semaine pour l'évolution professionnelle, un événement 100% en digital. Donc, s'il y a d'autres thématiques qui vous intéressent, je vous encourage à aller sur le site officiel pour regarder les autres thématiques qui pourraient vous intéresser et vous y inscrire et suivre les autres webinaires. Donc, pour rappel, Thierry Vonfeld, président de Numérique Emploi Grand Est, et moi-même, Deria Gultekin, consultante de développement professionnel à l'APEC de Strasbourg. Le conseil en évolution professionnelle. C'est un service universel à destination de tous. L'objectif, c'est de bénéficier d'un service dit gratuit, confidentiel, neutre, accessible, donc je le disais, à tous, avec un interlocuteur impartial et neutre par rapport à votre démarche. Pour qui est le CEP, donc le conseil en évolution professionnelle, pour tous, les salariés et indépendants, les cadres, les demandeurs d'emploi, les moins de 26 ans et les personnes dites en situation de handicap avec, comme vous pouvez le voir, différents opérateurs. Donc, Avenir Actif, qui est le réseau qui regroupe le conseil en évolution professionnelle, l'APEC pour l'emploi des cadres, France Travail pour tous les demandeurs d'emploi. Les missions locales pour les moins de 26 ans et Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. Voilà, ça vous permet déjà d'identifier votre premier opérateur. À partir de votre premier opérateur, vous allez justement pouvoir bénéficier d'un aiguillage un minimum, c'est-à-dire un premier rendez-vous. Vous allez pouvoir aborder l'évolution professionnelle, votre développement des compétences, le cas échéant, une reconversion ou une transition professionnelle à travers les différents dispositifs qui existent selon votre situation et votre éligibilité, les sujets en lien avec la reprise et la création d'activités, les certifications professionnelles, notamment quand on veut reprendre une formation ou suivre une nouvelle formation, et puis la mobilité interne-externe à son entreprise actuelle. C'est un conseil dit individualisé et adapté. Dans tous les cas, vous exprimez votre demande. Si vous vous êtes rendu par erreur chez le mauvais opérateur, la loi, la loi organise cette situation et vous bénéficierez dans tous les cas d'au moins un aiguillage d'un premier rendez-vous dit de conseil. Et puis, le cas échéant, selon la situation et l'éligibilité, vous aurez un programme personnalisé et un accompagnement personnalisé. Pour ce faire, rien de plus simple. Vous vous rendez sur internet sur Je trouve mon conseiller et en fonction, vous serez orienté vers le bon opérateur. À présent, je laisse la parole à Thierry. On est à votre écoute, Thierry. Merci. Merci Deria, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, le but aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir globalement les différentes familles, métiers dans le domaine du numérique et la manière dont on peut évoluer ou se réorienter vers les métiers du numérique, bien sûr avec toutes les questions que vous pourrez poser dans le chat et que Deria surveillera et dont elle me fera part. Voilà, donc je vous propose de voir globalement autour de cette notion des métiers du numérique, quel est le marché de l'emploi globalement, alors on va dire au niveau national, quels sont les profils qui peuvent accéder aux métiers du numérique, et puis globalement quelques informations pour savoir comment s'informer, quelles démarches on peut adopter, quels sont les dispositifs que vous pouvez mobiliser. C'est de manière très synthétique, puisque bien sûr, comme l'a dit Deria, les conseillers de l'APEC sont là pour vous conseiller sur ces sujets-là. Bien, donc le marché de l'emploi du numérique, c'est un marché de l'emploi qui est effectivement très porteur, puisqu'il y a beaucoup de demandes dans notre secteur comme dans bien d'autres secteurs, évidemment. Globalement, au niveau national, il y a à peu près 100 000 recrutements qui se font par an
dans tous les secteurs d'activité pour des spécialistes du numérique, dont 40 000 recrutements en moyenne juste pour le secteur numérique. Je reviendrai après sur quelles sont les entreprises dites du secteur numérique. Mais des spécialistes du numérique, il y en a dans toutes les entreprises et dans tous les secteurs d'activité, bien sûr. C'est quelque chose qui a fortement cru ces dernières années, puisqu'on est actuellement à 2 fois plus que la moyenne des 10 dernières années de recrutement par an. C'est généralement des emplois, donc à plus de 90% des cas qui sont en contrat CDI, avec dans plus de 60% des cas un niveau cadre. Sur les entreprises donc qui recrutent des professionnels du numérique, on va les mettre dans deux catégories. Hein. Sur la gauche, les entreprises du secteur numérique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les entreprises du secteur numérique? Il y a les entreprises de services du numérique, les ESN, qui il y a une dizaine d'années s'appelaient des SS2I. Ce sont des entreprises en fait qui accompagnent les sociétés de différents secteurs d'activité ou même les commerçants, artisans ou autres sur la mise en place finalement de leur système informatique depuis la conception jusqu'à la réalisation, la mise en place de logiciels, d'infrastructures, de postes de travail, de serveurs, etc., etc. Voilà, globalement, on va dire des sociétés de conseil et de services. La deuxième catégorie sont des éditeurs de logiciels ou des plateformes cloud. Alors typiquement, ce sont les gens qui fabriquent des logiciels qui sont distribués à grande échelle, comme par exemple des logiciels de gestion du personnel, de comptabilité, de gestion de stock, de vente, enfin tous les logiciels qu'on trouve dans les entreprises et qui sont pas développés en sur-mesure pour l'entreprise. Et quand on dit plateforme cloud, c'est parce que de plus en plus les logiciels sont proposés en mode abonnement aux entreprises et sont disponibles en gros dans le cloud. Je prends un exemple que tout le monde connaît ou presque, c'est Doctolib par exemple, qui est une plateforme de services numériques qui permet des prises de rendez-vous et des suivis entre le médecin et ses patients, par exemple. Mais il y en a plein d'autres. Hein. YouTube est une plateforme et donc YouTube est un éditeur de logiciels et quelqu'un qui publie des contenus. Voilà, toutes ces plateformes-là, c'est ce qu'on appelle effectivement les plateformes cloud sur Internet. Et puis la dernière catégorie, qui sont des sociétés de services aussi, mais qui sont plus orientées dans les technologies, ce qu'on appelle les conseils et l'ingénierie en technologie, sont des gens qui font de l'informatique dite embarquée, c'est-à-dire de l'informatique qu'on ne voit pas forcément parce qu'on n'installe pas un logiciel sur son mobile ou sur son PC. Je prends quelques exemples, du plus simple à, par exemple, la brosse à dents connectée ou des choses comme ça. Il y a une petite carte électronique dedans et dedans il y a un logiciel pour collecter les données et les transmettre à votre smartphone, jusqu'à des logiciels qui aident à piloter les avions, les trains, les fusées, les machines industrielles dans les usines, de plus en plus de logiciels qui aident les médecins à faire des diagnostics et donc qui prennent des mesures au travers des appareils médicaux qu'ils utilisent, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'informatique embarquée, parce que c'est une informatique qui est embarquée dans des objets généralement dits connectés et qui collectent de l'information, ou les véhicules, hein, de plus en plus de voitures ont ce genre de phénomène pour vous alerter si, par exemple, vous mordez sur la ligne continue de la route ou si vous commencez à vous endormir en clignant des yeux, votre volant peut vibrer ou la voiture peut faire un bip parce qu'il y a un logiciel qui utilise la caméra qui est dans votre rétroviseur ou la caméra qui est sur le pare-brise et qui observe la route pour attirer votre attention. Elle ne devine pas toute seule la voiture. Il y a un logiciel derrière qui a une carte électronique et qui fait tout ça. Voilà, pour les entreprises dites du secteur, donc en gros, ce sont les gens qui aident à mettre en place des solutions numériques ou qui conçoivent des solutions numériques. Et donc ça, c'est à peu près 40% des emplois du marché. Les autres 60% se répartissent sur l'ensemble des autres secteurs d'activité. Et donc, on y retrouve dans toutes ces entreprises, ou la plupart, des directions informatiques, directions système d'information, ou toute autre appellation de ce type, qui sont là pour mettre en place le système d'information et surtout le gérer au quotidien pour qu'il rende service aux utilisateurs d'une entreprise ou d'un commerçant, artisan, etc., etc. Voilà, donc on va trouver des spécialistes numériques dans toutes ces activités avec effectivement quelques métiers spécifiques au secteur du numérique, comme par exemple les consultants qui vont aider les entreprises à concevoir le système d'information ou à le mettre en œuvre. Voilà globalement pour les entreprises qui recrutent dans le numérique. Et toutes ces entreprises ont un fort besoin de spécialistes numériques, hein, notamment avec la fameuse transition numérique où le numérique va un peu partout dans les activités de l'entreprise, mais aussi dans ses produits, hein, notamment avec l'informatique embarquée. Donc globalement, juste dans le secteur numérique, c'est 7,5% de croissance, hein, ce qui fait 47 000 emplois créés et beaucoup d'emplois qui sont créés en France.
je vais pas détailler, hein, parce que derrière le document, bien sûr, je pense que vous y avez accès ou il vous sera diffusé, mais là, je vous ai donné une catégorisation des métiers du numérique par grande famille. Donc, il y a énormément de familles. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pas de détailler les métiers par famille, c'est plutôt de vous donner les tendances de recrutement parmi ces familles métiers. Donc, donc le marché de l'emploi du numérique aujourd'hui, il s'oriente avec la principale famille métier qui recrute presque la moitié des spécialistes du numérique, les spécialistes qui sont dans la catégorie ou dans la famille intégration et ingénierie logicielle. Donc les gens qui conçoivent, développent, installent, configurent les logiciels dans les entreprises, que ce soit des logiciels sur les serveurs ou des logiciels sur des postes de travail, des tablettes, des smartphones, etc., etc. Donc voilà, là-dedans, comme je l'ai dit, c'est 47% des emplois avec tout un tas de métiers comme les consultants, les architectes, les concepteurs, développeurs, les gens qui font les tests d'application. Voilà. Alors, il y a un point d'attention qu'il faut avoir. Alors, dedans, il y a bien sûr hein, aussi les métiers du jeu sérieux, du jeu ludique, l'informatique industrielle, voilà. Il y a un point d'attention, notamment donc si vous vous intéressez à ces métiers-là, que vous voulez vous orienter, c'est que à l'intérieur de cette famille, il y a les développeurs web. Et souvent, on fait un raccourci, on ne parle que du développement web. Sauf que le développement web, c'est pour faire du site web, du site e-commerce ou des applications dites web, même si toutes les applications aujourd'hui tournent sur un navigateur web, mais ce sont des applications souvent de gestion ou autres. Et la partie purement développeur web, avec la technologie liée à cette famille métier-là qui, en gros, pour ceux qui connaissent un petit peu le domaine, c'est le langage PHP globalement et des outils pour faire des sites web ou autres, comme Drupal, j'ai oublié le nom maintenant, WordPress, voilà, des choses comme ça. Ce n'est que 7% des emplois dans cette catégorie-là. Or, il y a beaucoup, beaucoup de formations qui proposent des formations pour devenir développeur web avec un titre généralement de niveau 5 en termes de qualification, c'est-à-dire équivalent Bac+2. Et beaucoup de gens qui soit sont en recherche d'emploi, comme les demandeurs d'emploi, ou qui s'orientent vers ces métiers-là en reconversion professionnelle, se disent c'est des formations assez courtes, entre guillemets, donc je vais me former à ça et je vais trouver du travail. Une agence web, globalement, recrute une personne tous les 18-24 mois. Alors que les éditeurs de logiciels, les entreprises de services dont je parlais tout à l'heure, ou même un certain nombre de grandes entreprises ou de grosses PME dans différents secteurs d'activité recrutent entre 5, 10 pour les ESN, ça peut aller jusqu'à 30, 40 recrutements par an sur un territoire. Hein. Au niveau national, les grosses ESN recrutent plusieurs centaines de personnes par an. Voilà, donc faut se méfier de ça quand on s'oriente, parce que bien sûr qu'on peut commencer par se former à l'algorithmie, à des technologies simples pour faire effectivement quelques pages web ou autres. C'est une manière de s'initier au métier de la famille des concepteurs développeurs. On peut trouver un débouché, mais il est beaucoup moins important que si on continue pour se former à des technologies dites de développement d'applications sur des technologies orientées objets comme du .NET, du Java ou d'autres langage. Je ne vais pas faire trop de jargon technique si vous n'êtes pas déjà dans le numérique. Vous n'avez pas commencé à regarder un peu ces sujets-là, mais c'est vraiment mon point d'attention. Attention à juste la formation développeur web. C'est un point d'entrée dans cette famille métier, mais c'est pas le point d'entrée qui aboutit le plus fréquemment à un emploi. Voilà. La deuxième famille métier qui représente 35% des emplois, c'est la famille de tout ce qui touche à l'infrastructure, au support et à la production informatique. Donc on va y trouver des métiers de technicien, de système réseau, d'installation de matériel, de logiciels de réseau, d'administrateur des serveurs, des bases de données, les spécialistes qui s'occupent de tout ce qui est infrastructure technique, qui font le support dans les hotlines, pour les utilisateurs, voilà, tous ces métiers-là. Et puis derrière ça, on y mettra la famille dite de la sécurité des systèmes d'information qui touche à la cybersécurité. Maintenant, cybersécurité, généralement, on y accède souvent via une évolution professionnelle depuis les métiers de la famille infrastructure, support et production informatique. Un peu aussi dans le développement, parce que bien entendu, il faut aussi faire de la sécurité à l'intérieur des développements, mais la cybersécurité, comme on en parle le plus souvent, c'est la sécurité des infrastructures et des réseaux. Il n'y a pas que ça, mais c'est une grosse partie dans les métiers de la cybersécurité.
Voilà. Et donc, à l'intérieur de cette famille-là, quand on s'intéresse à cette famille-là, il faut essayer d'avoir des formations dans lesquelles vous abordez les sujets des infrastructures dans le cloud. Donc, cette informatique dite dans les nuages, hein, qui est à distance, auquel on s'abonne et pas forcément donc des serveurs qu'on installe dans son entreprise, parce que c'est une très grosse tendance d'évolution. Hein. Beaucoup d'entreprises basculent leurs infrastructures, soit totalement, soit une partie de leurs infrastructures dans le cloud. Voilà. Et tout le reste, tous les autres métiers se ventilent sur on va dire la vingtaine de pourcents qui restent sur le marché de l'emploi, ce qui est non négligeable, dont certains métiers seront en forte croissance et prendront une plus grosse part. Tous les métiers liés, alors bien sûr la cybersécurité, on manque de spécialistes, donc c'est un domaine qui recrute beaucoup, mais avec beaucoup d'exigences de niveau de qualification et d'expérience. Mais tous les métiers liés à la data, et on va en parler un peu après, c'est une des opportunités importantes notamment de reconversion professionnelle, c'est d'aller dans les métiers de la data. Donc tous les gens qui font de l'analyse de données, alors avec de l'intelligence artificielle ou sans intelligence artificielle, peu importe, l'analyse de données devient quelque chose de vital pour les entreprises, aussi bien dans l'analyse de leurs données pour piloter leur activité, être efficient au niveau opérationnel, mais également parce que la data fait partie intégrante d'un certain nombre de produits et de services qu'on met sur le marché, et notamment par l'analyse qui en est faite. Voilà, typiquement, je reprends l'exemple de la voiture qui, par exemple, voyant que vous risquez de prendre une courbe et de pas la prendre correctement et qui vous alerte, c'est de l'analyse de données qui est faite dans la voiture en quelques millisecondes et qui vous alerte en quelques millisecondes. Parce que l'analyse de ce qu'elle voit dans la webcam, c'est pas une minute après qu'elle doit vous prévenir que si vous ralentissez pas ou vous tournez pas le volant, vous allez être dans le mur ou dans le fossé, ou vous êtes trop près de la voiture de devant vous. Ça, c'est quelques millisecondes, donc du calcul qui est fait dans la voiture par de l'analyse de données avec des algorithmes assez sophistiqués. Parce que repérer que vous vous endormez, parce qu'on sait qu'il y a des signes sur le visage, notamment le clignement des paupières, n'est pas que qui fait qu'on sait qu'une personne est en train de s'endormir. Il faut des algorithmes d'intelligence artificielle assez poussés pour faire ça. Voilà, sur globalement les métiers qui recrutent le plus. Donc sur cette partie marché de l'emploi, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long de cette intervention. Maintenant, je voulais effectivement qu'on évoque, et là c'est plus un partage d'expérience, hein, parce que ça fait plus de 10 ans que, notamment au niveau de numérique emploi, nous aidons des demandeurs d'emploi à s'orienter vers les métiers du numérique ou à évoluer dans les métiers du numérique, selon qu'ils sont en reconversion ou pas, sur finalement les profils qui peuvent être concernés par une évolution vers les métiers du numérique. Alors il y a différents types de profils, les deux grandes catégories, c'est déjà de voir est-ce que vous avez déjà des compétences numériques ou est-ce que vous en avez pas. C'est pas parce qu'on n'a pas de compétences numériques qu'on peut pas aller vers les métiers du numérique, bien au contraire. Ça c'est déjà la première chose. Alors le deuxième critère aussi, j'ai pas la liste, hein, des gens qui sont inscrits, mais il y a de fausses idées qui font penser que beaucoup de métiers du numérique ne sont pas faits pour les femmes, ce qui est totalement faux, pour ne pas dire idiot, mais bon, il y a des préjugés comme ça à un moment donné qui font penser que parce que dans certains métiers il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, c'est pas des métiers pour les femmes. Bien au contraire, le numérique sont des métiers qui s'adaptent à tout type de profil, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des gens qui n'ont pas de compétences dans le numérique, des gens qui ont fait des études scientifiques ou qui ont fait des études littéraires. C'est plus l'appétence et la motivation vers ces métiers-là qui fait que quelqu'un réussira dans le numérique. Et comme il y a beaucoup de familles métiers, comme vous l'avez vu, ça veut dire qu'il y en a un peu pour tous les goûts, toutes les compétences, toutes les aptitudes. Et ça, c'est très important de ne pas avoir ce genre de frein. Maintenant, effectivement, certains métiers ne sont pas accessibles, je dirais, aux primo-accédants, c'est-à-dire que typiquement aujourd'hui, vous n'avez jamais fait de numérique, vous connaissez rien dans tout ce qui est système réseau et vous dites je veux devenir spécialiste cybersécurité parce que c'est la mode, les salaires sont élevés, il y a plein de formations, il y a plein de gens qui vous disent venez vous former, vous êtes sûr de trouver du travail. Ce n'est pas vrai. Parce que le prérequis technique pour accéder à certains métiers, comme les spécialistes cybersécurité, font que quand on n'a jamais fait de numérique, on ne peut pas accéder comme ça directement à la cybersécurité sans avoir fait des formations qui peuvent durer 2 ou 3 ans. Voilà, pour les développements informatiques, c'est pareil. Peut-être qu'en 6 mois de formation, vous saurez faire une page web avec quelques petits traitements pour traiter les données saisies, mais pour développer une application mobile, vous avez au moins 18 à 24 mois de formation si vous n'avez jamais fait de numérique. Alors ça peut paraître long. Maintenant, pour accéder à métiers qui sont en forte demande, c'est pas entre guillemets si long que ça. Moi, j'ai accompagné un certain nombre de personnes qui ont fait ça quasiment en auto-formation pour les bases en utilisant des tutoriels sur Internet, puis qui ensuite ont déclenché des dispositifs de formation, soit via France Travail, soit via des formations continues, hein, ou de reprise d'études, voilà. Tout ce qui est proposé finalement aux salariés en lui un peu.
Et encore une fois, la PEC est là pour vous donner tous les détails et vous aider à trouver non seulement votre voie vers le bon métier, mais aussi les formations et les dispositifs financiers qui permettent de payer ces formations. Voilà, je pense que le point principal pour les gens qui sont en évolution professionnelle, je pense notamment aux gens qui n'ont pas fait de numérique, qui se disent: «Ouh là là, ça va être un peu compliqué» ou autre. Vous avez néanmoins un atout et notamment un atout par rapport à des jeunes diplômés qui sortent d'école et on le voit surtout en ce moment, les entreprises apprécient beaucoup les gens qui sont déjà, je dirais, dans le monde du travail. Parce qu'il y a la culture d'entreprise, les habitudes de travail, quel que soit le métier qu'on exerce. Et donc l'atout que vous avez quand vous êtes en évolution ou en reconversion professionnelle, c'est d'avoir déjà travaillé dans un métier. Donc d'avoir des aptitudes qui ne sont certes pas les savoir-faire techniques, voire méthodologiques, encore que je vous citerai quelques exemples de méthodologies transposables d'un secteur à l'autre, d'un métier à l'autre, mais vous avez l'habitude de travailler en équipe, voilà, d'analyser des choses, de les partager, de faire des comptes rendus. Voilà, donc ça c'est un atout qu'il faut pas oublier de mettre en avant parce que c'est un atout important et un savoir-être que vous avez acquis. Alors, il y a une partie innée bien sûr de savoir-être, mais il y a aussi une partie qu'on acquiert parce qu'on a travaillé en entreprise ou des activités qu'on a eues d'ailleurs extra-professionnelles parce que vous êtes dans une association, vous gérez des choses, vous aidez la mairie de votre ville à faire des choses. Bref, vous avez tout un côté d'activités extra-professionnelles qui sont aussi valorisables parce que ça vous donne des compétences techniques, méthodologiques, comportementales qui sont valorisables lorsque vous évoluez et donc quand vous allez notamment vers les entreprises du numérique qui sont fortement appréciées. Je citais le cas de compétences transposables. Vous êtes par exemple chef de projet dans le domaine du bâtiment ou dans l'industrie. Toute la partie de méthodologie, de savoir-faire, de conduite de projet, c'est un acquis fort parce que du coup, vous pourriez devenir chef de projet dans le domaine du numérique. Vous avez à transposer vos compétences pour connaître les métiers des gens que vous allez diriger dans les équipes et les projets que vous allez diriger. Vous avez un vocabulaire à apprendre, évidemment, par rapport à quand on parle du numérique. Je ne parle pas de choses très techniques, mais un minimum de vocabulaire sur une application, un réseau, enfin des choses comme ça, comme dans tout métier. Vous avez un peu de connaissances, j'allais dire, juridiques pour connaître un peu le projet dirigé, dans quel contexte il évolue. Je pense notamment à tout ce qui est réglementation de données et autres, sans être non plus un expert juridique. Un chef de projet, c'est un généraliste qui connaît beaucoup de choses, qui connaît qui fait quoi, qui est expert de quoi et qui a la mission de diriger tout ça pour atteindre les objectifs et de piloter son planning ou autre. Ça, c'est un savoir-faire qui est totalement transposable d'un secteur d'activité à l'autre, globalement. Donc ça, c'est aussi un atout pour les gens qui notamment veulent se reconvertir. Je prends un autre exemple d'évolution ou de reconversion. C'est dans beaucoup de métiers, on analyse au quotidien des données avec un tableur, avec des outils d'analyse de données, sans faire d'intelligence artificielle, hein, mais voilà. Et donc, sans être un spécialiste de l'analyse de données, vous êtes un utilisateur qui pratiquait de l'analyse de données. Et donc, une évolution vers les métiers de la valorisation, de la gestion des données vue du côté numérique, est tout à fait faisable et dans beaucoup d'entreprises, je vois d'ailleurs beaucoup de personnes, et notamment des femmes d'ailleurs, qui ont souvent fait des formations de type commerce, marketing, finance, RH, qui ont analysé beaucoup de données dans leur carrière professionnelle et qui ont trouvé un intérêt, une appétence autour de ça, et qui ont voulu aller plus loin pour connaître comment ça se faisait, comment ça se déroule et comment on fait, et qui sont devenus des data analysts, des data scientists, en apprenant un certain nombre de choses liées au numérique, après des études qui n'étaient pas du tout numériques. Voilà, donc c'est une évolution aussi assez intéressante et qui est très porteuse, puisqu'on voit bien que les métiers de la data, on en aura besoin de plus en plus. Voilà, sur quelques principes ou en tout cas exemples de points clés pour évoluer dans sa carrière. Alors peut-être un petit mot pour ceux qui sont déjà dans le numérique au sens des métiers du numérique, hein, pas l'utilisateur du numérique, parce qu'aujourd'hui presque tout le monde utilise du numérique chez soi ou en entreprise. C'est pas pour autant que vous êtes spécialiste du numérique. Vous êtes ce qu'on appelle un numérisé, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise les services numériques ou les outils numériques. Les numérisants sont les professionnels numériques qui aident à les mettre en place ou à les concevoir et à les réaliser. Mais pour donc ceux qui sont déjà dans les métiers du numérique, l'évolution professionnelle, au bout d'un certain temps, vous avez envie de faire autre chose, c'est bien compréhensible. Donc, faut aussi réfléchir à quel moment de votre carrière vous le faites et comment vous vous présentez, soit au sein de votre entreprise pour un nouvel emploi, soit dans d'autres entreprises pour des emplois. Je vois souvent, par exemple, des demandeurs d'emploi qui ont fait beaucoup de développement pendant 10 ans et qui, au moment où ils perdent leur emploi, se disent, tiens, puisque ça fait 10 ans que je fais développeur, je vais maintenant postuler en tant que chef de projet.
je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est quand même un point, c'est assez délicat parce que vous arrivez à un moment de carrière où, parce que vous avez perdu votre emploi de développeur, vous dites j'en profite pour changer de métier. Les entreprises qui vont vous recruter, elles vont vous voir arriver en disant la personne vient juste d'être formée, n'a pas d'expérience dans le métier de chef de projet, alors qu'il y a tout un acquis dans le métier de développeur. Donc parfois, c'est plus simple de reprendre un métier de développeur dans une entreprise qui est d'accord pour vous accompagner dans une évolution professionnelle une fois que vous êtes dans l'entreprise, plutôt que d'essayer de retrouver une entreprise avec un métier que vous n'avez pas encore pratiqué, mais que vous avez envie de faire. Après, ça dépend évidemment de chaque personne, de chaque motivation, conviction et des besoins des entreprises. Mais il faut faire quand même attention à ça, que la rupture de recherche d'emploi ne soit pas un prétexte, ah tiens, j'en profite pour changer de métier. Parfois, oui, mais du coup, c'est presque une reconversion, parce que passer de développeur à chef de projet, c'est un changement de métier quand même si on reste dans le domaine des métiers du numérique. Je voyais récemment beaucoup de jeunes, enfin développeurs qui avaient travaillé pendant 10 ans dans du développement notamment web et qui en avaient un peu marre, voulaient faire autre chose. Et parce que la sirène de la cybersécurité passe par là, tout le monde se dit ça y est, je vais en profiter, je me forme cybersécurité, et puis qu'un certain nombre d'organismes de formation vous proposent une formation en 6-9 mois en vous faisant miroiter plein d'emplois et des salaires assez élevés. Et malheureusement, ces personnes se forment au bout de 6-9 mois, ont un diplôme qui est tout juste un niveau 5, voire un niveau 6. Et dans ce domaine-là, les entreprises recrutent des gens qui ont déjà de l'expérience dans le numérique, notamment, comme je le disais, dans tout ce qui est système réseau ou base de données, et qui ont quelques années d'expérience. Donc forcément, elles arrivent déçues parce que les entreprises leur disent non, vous n'avez pas le profil que l'on recherche. Sauf que si on vous le dit pas avant, vous n'allez pas le deviner, quoi, hein, parce que forcément, il y a tout un tas de gens qui vous diraient oui, c'est possible, regarde, tu vas y arriver, et notamment les organismes de formation. Mais il faut pas oublier qu'ils sont là pour vous vendre des formations. Donc, il faut être quand même prudent dans la manière dont on s'oriente, parce que encore une fois, tous les métiers ne sont pas accessibles comme ça directement, sans prérequis numériques. Certains oui, d'autres non. Je prends le métier de testeur d'application. Je reviens sur une évolution professionnelle, soit de quelqu'un qui est dans le numérique ou quelqu'un qui n'est pas dans le numérique. C'est faire fonctionner une application dans plein de cas de figure. Et donc là, l'atout, c'est d'être logique, d'imaginer les cas de figure d'utilisation de l'application, de créer des jeux de données et de tester l'application. On ne fait pas de technique au sens de codage, débugage de programme ou autre. Non, on fait les tests, on constate les défauts et on les transmet aux développeurs qui sont en charge du développement. Donc ça, c'est aussi des fonctions métiers qui sont intéressantes pour des gens qui étaient soit dans la qualité, soit dans, encore une fois, de l'analyse de situation, de problématiques, et qui veulent se mettre à effectivement être ce qu'on appelle des testeurs d'application. Voilà, parce qu'il faut avant tout être logique par rapport à l'usage, et c'est un atout d'être côté utilisateur et de se dire comment moi j'aimerais utiliser l'application, c'est quoi les cas de figure, et est-ce que ça fonctionne ou pas, sans être dans la technique, parce que souvent le technicien, pour lui, c'est parfois compliqué de se mettre à la place des utilisateurs et d'imaginer tous les cas de figure et la manière dont l'utilisateur va se comporter pour utiliser l'application et donc détecter des bugs. Voilà, je ne sais pas si à ce stade-là, vous avez des questions, des réponses, parce que selon votre cas de figure, vous aurez peut-être des questions qui vont venir, et là, c'est le moment de les poser, parce que j'ai pas des slides formels sur quel est le chemin et la démarche pour évoluer ou changer de métier, parce que c'est propre à chacun. Ce qui est important quand même, c'est de bien construire son projet professionnel. Je vois beaucoup de personnes qui hésitent, qui ne savent pas trop, et du coup, elles essayent plusieurs formations, et quand elles se présentent en entreprise, comme le projet professionnel n'est pas bien défini, elles savent pas trop ce qu'elles cherchent, et les recruteurs n'aiment pas ça, hein, clairement. Ok. Mais je pense que la PEC me contredira pas sur ces sujets-là. Voilà. Vaut mieux prendre le temps de bien construire son projet professionnel, parce que ça se ressent quand vous êtes en entreprise, et des gens, vous savez, 50% du critère de recrutement dans les métiers du numérique, et notamment dans le secteur numérique, c'est la motivation et les savoir-être. Complètement. Euh, le reste, c'est de la technique, ça s'apprend. Alors, il y a plein de techniques différentes selon les métiers, et chacun trouvera le domaine technique ou méthodologique. Les consultants, ils sont plus dans la méthodologie, l'accompagnement, les savoir-faire sur la gestion d'entreprise, par exemple. Donc ça aussi, c'est des choses que des gens qui travaillent dans les entreprises ont, et peuvent adapter à comment le logiciel de gestion s'adaptera aux différents cas et règles de gestion, processus et règles de gestion de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des questions derrière, ou est-ce que vous Oui, voulez des choses à rajouter? il y a vraiment tout type de questions, et c'est pour ça que j'ai bien reprécisé dans le chat. Et donc là, j'attire votre attention à tous. Vous avez tous
et toutes des situations individuelles, particulières. Et il existe autant de dispositifs de prise en charge ou d'accompagnement, de financement, voire même de cofinancement, puisque ça va être de plus en plus le moyen mobilisé par les différents opérateurs. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas répondre à toutes les situations individuelles qui sont très riches, hein, très intéressantes pour chacun d'entre vous. Et je suis désolée, on ne pourra pas y répondre. Et c'est pour ça que, comme je l'ai présenté en début de webinaire, allez sur le site Je trouve mon conseiller CEP. Ça vous permettra d'aborder avec le bon opérateur quel dispositif correspond à votre situation personnelle, que vous soyez en emploi ou en recherche d'emploi. Il y a vraiment pléthore d'outils et voir quelles sont les combinaisons possibles s'il n'y a pas une seule solution. Voilà. Alors, j'ai balayé, je vois quelques questions comme ça, hein. Mm. Il y en a beaucoup, donc infiniment, je ne peux pas toutes les lire comme ça rapidement, mais alors je vois qu'il y a des questions sur l'IA, je vais en parler. Alors, des questions, oui, quelqu'un qui dit il y a encore des RH qui cherchent des moutons à cinq pattes avec toutes les technologies. C'est vrai, il y a encore des entreprises qui ne veulent que des bac+5 avec 3 ans d'expérience et qui connaissent, alors toutes les technologies peut-être pas, mais plusieurs technologies. Bon, ça sera de moins en moins le cas parce que de toute façon, ces moutons à cinq pattes, comme l'a dit la personne qui a écrit, ça n'existe plus. Si tant est que ça existait un jour. En tout cas, aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Donc, il va bien falloir que les entreprises changent d'attitude par rapport à leur pratique de recrutement et leur pratique d'intégration des candidats dans l'entreprise pour continuer à les former. Il y a beaucoup de grands groupes, notamment, qui forcément ont les moyens et qui prennent des candidats qui, après une formation courte, pour, je dirais, les acculturer au domaine dans lequel elles vont intégrer, forment ensuite les candidats en interne ou avec des formations qu'elles achètent sur le marché. Après, il n'y a pas de. Il y a eu deux ou trois questions sur est-ce qu'il y a des organisations de confiance. C'est très compliqué de répondre à cette question. Alors, il y a plein de normes. Les organismes de formation, ils ont beau être certifiés avec des certifications comme Calliope et compagnie, qui sont des certifications qualité, de process ou autres. Euh, Moi, je pense que ce qu'il faut regarder avant tout, c'est est-ce que, et n'hésitez pas à demander des conseils autour de vous, est-ce que le contenu de la formation correspond bien aux attentes des entreprises? Parce qu'il y a encore beaucoup de formations. Par exemple, il y a 2 fois trop de formations sur les métiers du web, comme je le disais, PHP ou autres, alors qu'il y a beaucoup moins d'offres. Après, après, il faut regarder aussi les démarches, les méthodes pédagogiques. Alors, les méthodes pédagogiques, il n'y a pas des bonnes et des mauvaises méthodes pédagogiques, ça dépend de votre profil d'apprenant. Il y a des gens qui vont adorer travailler seuls avec juste des tutos, des choses comme ça et peu d'encadrement parce que ils aiment bien fouiller par eux-mêmes, ils sont curieux, ils sont très autonomes, c'est des profils plutôt entrepreneurs. Voilà. Et puis, il y en a d'autres qui, juste avec des tutos, vont pas trouver. Ah, je vois beaucoup de gens, par exemple, qui se forment sur Open Classroom, notamment des demandeurs d'emploi, puisque il y a un accès à Open Classroom pour les demandeurs d'emploi qui est accordé par France Travail. Euh, et qui suivent une année de formation. Certains candidats qui ont déjà fait du numérique s'en sortent pas trop mal, et d'autres candidats qui en ont jamais fait ont beaucoup de mal à trouver du travail derrière parce que juste apprendre en didacticiel sur Internet, c'est pas ça qui vous donne suffisamment de connaissances et de pratiques pour trouver plus facilement un travail en entreprise. Prenez pas mes propos dans 100% des cas, il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais dans 80% des cas, j'allais dire entre guillemets malheureusement, les gens croient ça et derrière, quand ils arrivent sur le marché de l'emploi, la réalité c'est que les entreprises, on leur dira mais il y a plein de trucs que tu sais pas faire, t'as pas assez d'expérience. Voilà, donc ça veut dire une chose, c'est qu'il faut des contenus de formation adaptés au métier que vous voulez faire, aux besoins des entreprises. Donc, il vaut mieux avoir une idée du métier que vous voulez faire et des types d'entreprises qui recrutent pour un petit peu qu'est-ce qu'elles cherchent. Euh, qui est du distanciel, pourquoi pas, bien sûr. Qui est des plateformes pour s'exercer, faire des travaux, etc., c'est bien. Mais il faut qu'il y ait de la pratique. Donc, là aussi, toute forme de formation, notamment l'alternance, permet d'acquérir de la pratique ou du stage en entreprise. Sans stage en entreprise, c'est compliqué. Alors, l'école 42, je vois la question, c'est une bonne école, mais c'est une école alors assez élitiste, puisqu'ils apprennent 10 à 15% des candidats qui se présentent. Et c'est une école où il n'y a aucun prof. Donc là, il n'y a pas d'encadrement du tout. Donc c'est le cas de ce que je citais avant, de gens qui sont très autonomes et sont plutôt profil entrepreneurs et qui vont s'auto-former avec les exercices qui sont mis à disposition par l'école 42. Voilà. Donc ça correspond à certains profils, mais pas à tous les profils. Là, il y a énormément de questions qui tombent. Je reviens sur les questions concernant l'IA. L'IA, c'est un sous-ensemble de technologies qui font partie de l'analyse des données. Donc, l'IA prendra de plus en plus d'ampleur sous toutes ses formes. Je ne vais pas faire un cours sur l'IA.
ce dont on entend le plus parler, c'est l'IA générative, c'est ma fameuse IA qui vous génère du texte, des images, du son, des vidéos qui font des fakes à tout va auxquels on pourrait croire. Voilà, ça c'est l'IA générative. C'est ce qui explose le plus actuellement parce que ça peut apporter effectivement beaucoup dans les entreprises, mais si on se méfie pas, ça peut aussi faire un peu quelques dégâts. Après, il y a l'IA, j'allais dire traditionnelle, ou en tout cas qui n'est pas générative, qui fait l'analyse des données pour piloter des choses ou aider à la prise de décision. Voilà. Alors, bien sûr que, alors, ça nécessite avant tout des connaissances liées autour des statistiques, des mathématiques, des modèles de données. C'est pas toujours le data scientist qui code les programmes. Il y a des développeurs qui font ça, mais il y a aussi des data scientists, ça dépend des tailles d'entreprise, qui font de la programmation. Mais ça peut s'apprendre. On voit dans les formations IA qu'on propose au niveau numérique emploi, avec des organismes de formation, bien sûr, des gens qui ont été en analyse de données dans l'ancien poste ou des chercheurs d'université qui se reconvertissent pour devenir data scientist et qui souvent ont pratiqué un petit peu les langages de manipulation de données, comme SQL par exemple, ou d'autres outils comme ça, mais qui ne sont pas des développeurs à la base, et qui apprennent finalement à coder le minimum qu'il faut savoir pour faire un début d'IA. Voilà, mais c'est comme dans tous les métiers, hein, tout dépend comment on répartit les tâches au sein des différents métiers. J'ai vu passer une question sur l'UX/UI, hein, tout ce qui est design et expérience utilisateur. Dans les très grandes entreprises, c'est en soi un métier. Il n'y a pas besoin de grosses connaissances techniques. Effectivement, c'est plus de l'approche design ou autre. Il y a des écoles spécialisées sur ce genre de choses. Maintenant, attention, parce que c'est un métier qui, quand on l'exerce uniquement sur l'aspect UX/UI, n'est pas énormément demandé. Parce que dans les petites et moyennes entreprises, elles n'ont pas les moyens d'avoir une personne qui fait ça à temps plein. Donc souvent, ce sont des concepteurs développeurs qui en plus font l'UX/UI. C'est plus une compétence qu'un métier. Maintenant, une compétence poussée à l'extrême quand il y a des gros besoins fait qu'il y a un poste dédié à ça. Oui, je prends un exemple, un éditeur de logiciel de 300 personnes, en gros, dans son équipe R&D, il a 2 UX/UI designers, enfin UX manager, UI designer, peu importe, ses métiers de design. Voilà, donc dire je veux évoluer pour faire juste du design parce que moi je veux surtout pas faire de la technique, ça cible un marché de grandes entreprises qui ont des postes dédiés à ça, parce que sinon, dans toutes les autres entreprises, c'est mélangé avec le métier du développement. UI, alors, le UX tend à disparaître DevOps. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. DevOps, c'est une méthodologie qui aide à passer du développement à la mise en production plus rapidement, avec un certain nombre d'outils et des choses comme ça. L'UX, c'est l'expérience utilisateur. Alors, l'IA peut aider à, mais c'est tout. C'est pas le DevOps qui enlèvera ces métiers-là. L'IA peut enlever d'autres métiers dont je peux vous parler rapidement. Maintenant, l'IA ne remplacera jamais totalement les spécialistes métiers du numérique. L'IA, elle peut aider à tester, elle peut aider à coder, mais en aucun cas, elle remplace un concepteur développeur ou un testeur. Pourquoi? Parce qu'à ce jour, l'IA, son âge moyen mental, c'est entre 7 et 12 ans selon les métiers, elle n'est pas capable de concevoir à partir d'une expression besoin d'un utilisateur ou d'un client. Elle ne sait pas concevoir. Une fois qu'on lui a dit ce qu'on veut concevoir, elle va savoir effectivement générer du code. Bon. Euh, mais elle ne sait pas concevoir aujourd'hui. Donc c'est faux de penser que l'IA va remplacer ça. Demain, tout le monde saura faire du prompt. Oui, alors prompt engineer n'est pas un métier, c'est une compétence. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde sait poser des questions plus ou moins habilement sur le moteur de recherche, les moteurs de recherche, Google ou d'autres. Voilà, bah, c'est du prompt, hein, ça. Alors, le prompt vis-à-vis de l'IA, il faut un peu de formation parce qu'on ne parle pas à l'IA comme on parle comme ça tous les jours. Sinon, elle ne va pas vous comprendre et elle va vous générer des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez demandé. Mais c'est juste une compétence, c'est pas un métier en soi. C'est même pas un métier dans les métiers de la data, hein, le prompt. Voilà, les data scientists, ils savent naturellement faire du prompt. C'est des modes, hein, où on fait apparaître des noms de métiers, on a la manie de donner chaque fois des nouveaux noms de métiers en anglais. Comme il y a une pénurie, bah, plus on donne des nouveaux métiers qui paraissent intéressants, plus ça attire des gens qui postulent. Mais voilà, mais c'est un leurre en fait. Typiquement, d'ailleurs, prompt engineer, on en a parlé pendant 6 mois, maintenant on n'en entend plus parler. Mm. Les community managers, il y a eu une question là-dessus. Alors, c'est pas un métier de numériser, c'est un métier numérisé et pas numérisant. C'est pas un spécialiste du numérique, c'est des gens qui utilisent le numérique, le community management. C'est des gens qui savent faire de la rédaction de texte pertinent pour le web et qui animent des réseaux sociaux, mais il y a rien de numérique dans tout ça. Ils utilisent des outils comme tout le monde utilise un outil, comme un médecin ou un radiologue utilise des logiciels de radiologie. C'est pas pour autant qu'ils sont des spécialistes du numérique. Community manager,
Alors, en partie, ça disparaît parce que effectivement, l'IA, c'est générer des posts sur les réseaux sociaux qui sont, entre guillemets, parfois plus pertinents que ce qu'un community manager aurait rédigé. Par contre, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dise à l'IA quel type de post il faut rédiger. Et donc, le métier de community manager va s'orienter beaucoup plus sur la conception plutôt que sur la partie purement réalisation. Je prends un autre exemple qui n'a rien à voir avec ça. Euh, Vous prenez les grands chefs étoilés, bon, bien la cuisine, machin. Euh, Tous ces chefs, ils ont un robot culinaire dans leur cuisine, même plusieurs. Mais et c'est pas pour autant qu'ils déméritent en tant que chef. Tout simplement parce que c'est eux qui pilotent le robot, c'est eux qui décident quels ingrédients, le poids des ingrédients, la durée pendant laquelle tourne par exemple le robot, la température à laquelle il doit chauffer. L'avantage du robot, c'est qu'il va respecter exactement la durée, la vitesse ou autre, et qui, si vous dites 62 degrés, il va rester à 62 degrés. Et ça, il n'y a pas besoin d'un cuisinier pour rester qu'un thermomètre dans la casserole pour être sûr que la température, elle va rester à 62 degrés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la robotisation, entre guillemets, dont le maître de tout ça reste le sachant et l'expert, qui, en l'occurrence, là, est le cuisinier. Et ben, c'est pareil dans tous les métiers. Je prends cet exemple-là parce qu'il peut parler un peu à tout le monde, et que c'est pas choquant qu'un cuisinier se fasse aider par un robot qui fait des trucs qui finalement sont pas sans grande valeur ajoutée pour lui. La valeur ajoutée, c'est de savoir quels ingrédients se marient bien, à quelle température faut les cuire, pourquoi faut pas trop les mélanger, etc., etc. Alors, est-ce qu'il y a des questions importantes auxquelles je n'aurais pas répondu? Il y avait une petite subtilité de question que je trouvais intéressant. Il y a une personne qui demandait quelle est la différence entre numérisé et numérique. Oui, les numérisés, alors c'est un vocabulaire qui est pas courant, hein, c'est plus propre au secteur numérique. Les numérisés sont les gens qui utilisent le numérique. Voilà, là, vous utilisez le numérique, vous utilisez un logiciel de visioconférence, bah, vous êtes numérisé. Le numérisant, et donc les gens du numérique, sont les gens qui, par exemple, ont conçu ce logiciel, s'assurent qu'il fonctionne sur les serveurs, que le réseau est en bon état, etc., etc. C'est ça la différence. C'est les spécialistes numériques d'un côté qui viennent faire du numérique, concevoir, installer, conseiller sur l'utilisation numérique versus les gens qui simplement, entre guillemets, utilisent le numérique. Voilà. Je vois passer des questions sur les ESN. Alors là aussi, il faut être clairvoyant. Les ESN, qui sont donc des sociétés de services, vont surtout en ce moment veulent des gens qui ont de l'expérience. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, elles font ce qu'on appelle de la régie ou de la délégation de personnel, ou on devrait dire de la délégation de compétences. C'est-à-dire qu'elles mettent à disposition d'entreprises des spécialistes qui aident l'entreprise à faire le numérique. Et évidemment que le client, il a envie d'avoir quelqu'un qui est expérimenté. Imaginez, vous avez, je sais pas, toute votre électricité, votre chauffage chez vous est en panne. On vous envoie un jeune qui sort d'école, qui a jamais vu une chaudière de sa vie, enfin j'exagère, mais bon, qui a pas beaucoup de pratique. Ben, vous auriez préféré probablement avoir quelqu'un qui avait 5 ans d'expérience en tant qu'électricien, en tant que chauffagiste. Bon, je fais très caricatural, hein, excusez-moi, mais voilà, je veux dire, on peut pas en vouloir aux entreprises clientes qui veulent évidemment des experts pour que ça aille plus vite et qu'on soit sûr de ne pas se tromper, mais qui ne se trompent pas dans la vie. Hein, voilà. Maintenant, le marché de l'emploi, il faut être réaliste. Hein, il y a des gens qui viennent d'être formés et qui arrivent sur le marché de l'emploi. Il faut bien qu'ils commencent à travailler pour acquérir de l'expérience. D'où l'importance qu'ont toutes les formations en alternance ou les formations avec stage, et des entreprises qui ont des équipes projets qui travaillent avec et dans lesquelles ils peuvent mettre des juniors, et je ne parle pas de l'âge, je pense du niveau de maîtrise du métier, des juniors qui vont être accompagnés par des gens confinés ou des experts pour acquérir leur expérience. Il faut bien leur donner une chance. Maintenant, c'est vrai, quand le marché est assez tendu en spécialistes, les ESN, bah, si elles n'ont pas des grands groupes projets qui travaillent pour un même client et dans lequel elles peuvent injecter des juniors qui seront accompagnés par les confirmés, ont des problématiques en ce moment notamment de moins prendre de juniors, et y compris les juniors qui sortent d'école, hein, en formation initiale, hein, post-bac. Pas que des juniors qui seraient en évolution ou en reconversion professionnelle. Euh, Est-ce que peut-être, au-delà des questions, Thierry, tu pourrais présenter un numérique emploi, où en est numérique emploi sur son développement régional, pour que les différents interlocuteurs, parce que c'est toute la France qui est connectée, puissent se trouver en fait un relais.
Bien sûr. Je voyais une question sur la 3D, hein. Oui, il y a, alors j'ai évoqué pas tous les métiers, hein, j'enverrai aussi à Deria un document qui est les familles métiers avec la liste des noms de métiers les plus courants, on va dire, hein, parce que les entreprises inventent tout le temps des noms de métiers ou mélangent des métiers entre eux, ce qui est logique vu la taille des boîtes, et du coup inventent des noms pour ça, pour faire des fiches de poste, mais aussi pour faire de l'attractivité, parce que comme ça, vous aurez au moins des listes de noms de métiers par famille métier, parce que je l'ai pas mis dans le support que j'ai envoyé là, ça aurait été trop long. Mais je l'enverrai en PDF à Deria, comme ça, elle pourra l'envoyer à ceux qui le souhaitent. Et donc la 3D, effectivement, est quelque chose d'important, autant pour les domaines médicaux, industriels, mais le jeu aussi, bien sûr. C'est un des métiers, maintenant, c'est clairement pas les métiers les plus demandés, ça dépend des régions où vous habitez, hein. En Ile-de-France, peut-être un peu plus. La France est un pays qui, à un moment donné, était assez leader dans le domaine des jeux vidéo. Je pense qu'on est un tout petit peu moins qu'avant. Et néanmoins, là, pour le coup, c'est des métiers d'ailleurs assez compliqués, hein, parce que concevoir des choses pour faire un programme de gestion, c'est beaucoup plus simple que de faire quelque chose qui doit s'animer avec du son, de l'image, de la 3D, des mouvements, de l'interaction avec des manettes de jeu ou autre. Les jeunes souvent disent, oh, moi j'adore jouer, je veux devenir développeur de jeux, mais c'est un des métiers les plus compliqués, hein. Bref, je ferme cette petite parenthèse. Oui, comme pour répondre à la question de Deria, donc Numérique Emploi est un programme qui est donc initié par Numéum, qui est le syndicat patronal des entreprises du secteur numérique, qui a initié ce programme dans le Grand Est il y a maintenant 9 ans. D'où l'historique que nous avons avec l'APEC notamment et Deria dans le Grand Est, puisque c'est nous qui avons démarré ce dispositif, qui aide les personnes, alors pour l'instant c'est essentiellement les demandeurs d'emploi inscrits chez France Travail, à s'orienter ou se réorienter ou évoluer dans les métiers du numérique. Voilà, donc aujourd'hui ce programme depuis le début de l'année est en déploiement dans différentes régions. Les régions qui sont actuellement démarrées, alors bien sûr le Grand Est, voilà, il y a un site web Numérique Emploi Grand Est. Il y a l'Occitanie, Centre-Val de Loire est en train de démarrer d'ici la fin de l'année. La Normandie a démarré aussi en début de cette année et Pays de Loire est en cours de démarrage. Après, il y a d'autres régions, le Sud, pardon, j'ai oublié le Sud qui démarre aussi en ce moment, progressivement ce programme d'accompagnement. Donc, ça fait de l'évaluation de votre employabilité et des propositions de parcours d'adaptation de vos compétences, donc en gros des formations pour accéder à des métiers, quel que soit votre niveau au départ. Voilà. Euh, alors, il n'y a pas pour l'instant de disponibilité de numérique emploi en Ile-de-France par rapport à la question qui est posée. Après, c'est un sujet puisqu'il y a maintenant une directrice en charge du programme numérique emploi au sein de la direction générale de France Travail, suite aux accords que nous avons passés en début d'année. Donc, ça devrait prendre de l'ampleur. Maintenant, ça prend un peu de temps. Mm. Euh, Mais dans tous les cas, à minima, vous pouvez aller sur le site de Numérique Emploi pour vous documenter, vous informer, suivre leur page LinkedIn où également il y a de l'information, il y a des événements, et puis la chaîne YouTube où il y a des portraits métiers hein, de personnes qui sont Oui, vous allez voir reconverties. dans les slides que je vais vous présenter. Alors, il y a un site national, si vous tapez numérique avec un C, emploi.org, vous tomberez sur le site national. On est en train de le mettre à jour suite aux nouvelles régions qui démarrent et vous choisissez votre région et ça vous dit soit si le programme existe avec un portail web dans votre région, ça vous réoriente sur le portail régional. S'il n'y a pas de portail régional, ça mettra un message qui indique au moins un point de contact à contacter. Sinon, au pire, France Travail est au courant, il y a des contacts au sein des directions régionales de France Travail. Vous pouvez toujours poser la question au niveau de votre direction régionale France Travail via votre conseiller, par exemple. Voilà. Tous les conseillers connaissent pas forcément ce programme, mais il y a forcément quelqu'un au niveau de la direction territoriale ou régionale de France Travail, quand c'est démarré dans une région, qui est au courant. Euh, voilà, donc comme l'a dit derrière, vous avez un slide, je ne vais pas le détailler, mais vous avez quelques informations sur où trouver de l'information sur les métiers. Donc, il y a effectivement sur la chaîne YouTube de Numérique Emploi Grand Est quelques vidéos métiers, notamment si vous vous intéressez à la cybersécurité ou à la data. On a 2 mini-séries dans la playlist qui s'appelle Talk Show Métiers qui détaillent les différents métiers de la cybersécurité et de la data. Vous avez quelques portraits ou visages numériques de personnes qui se sont réorientées ou qui ont évolué dans les métiers du numérique. J'ai vu passer des questions sur l'âge, j'en parlerai après, effectivement. Vous avez le site national concepteur d'avenir, hein, qui est un site de notre branche professionnelle, hein, qui intègre le numérique, mais pas que, hein, puisqu'il y a d'autres secteurs d'activité dans la branche bureau d'études, hein. Il y a les métiers de l'ingénierie, par exemple, voilà, ou du conseil, du management, mais il y a bien sûr le numérique. Donc là, vous avez aussi un certain nombre
d'informations. Et puis, je dirais un site encore plus important qui est vraiment dédié au numérique et qui peut être intéressant, et notamment pour les adultes, parce qu'il y a évidemment des choses pour les collégiens, lycéens, mais il y a aussi pour les adultes, notamment sur le site Talent du numérique, qui a une chaîne YouTube nationale qui est très riche, que nous, au niveau numérique, on utilise un certain nombre de vidéos. Donc, quand on n'en produit pas, on utilise des vidéos de Talent du numérique parce qu'il y a beaucoup d'informations sur comment se former, les différents métiers. Voilà. Merci Thierry pour la présentation des ressources. Alors, il y a quelques questions qui reviennent aussi concernant, entre guillemets, l'âge et la reconversion dans les métiers du numérique. Oui. Alors, ça me permet d'aborder aussi une démarche possible, hein. Alors, c'est la démarche qu'utilise Numérique Emploi, mais c'est une démarche assez classique, je dirais, de selon où j'en suis dans mes connaissances ou autres et comment j'accède au métier du numérique. Alors, sur l'âge, dans l'absolu, il y a pas de limite d'âge, hein. J'ai vu récemment des personnes qui avaient passé 55 ans, voire 60 ans, et qui, alors généralement au-delà de 60 ans, c'est souvent des gens qui ont déjà fait du numérique ou qui ont des appétences fortes sur le numérique, qui sont plus ou moins auto-formés. Euh, Pourquoi? C'est parce qu'il faut avoir quand même le temps de compléter sa formation et de travailler, mais c'est quand même assez rare qu'on prenne pas les gens parce qu'ils ont passé 60 ans, quoi. Je veux dire, voilà, c'est plus une question encore une fois de connaissances, de compétences, de motivation pour accéder à ces métiers. Je serai plus honnêtement sur les niveaux de qualification des gens. Alors, leur motivation, je l'ai dit, je reviens pas dessus, 50% du critère, c'est motivation et savoir-être. Les autres 50%, c'est de la technique, de la connaissance, de savoir travailler en équipe, et puis de l'expérience. Voilà, c'est surtout ça. Les 50% se partagent, on va dire, en 25% de compétences au sens large du terme et 25% d'expérience. Donc, c'est sûr que l'expérience, quand on n'en a pas, c'est un peu plus compliqué à fabriquer. Ça peut être un petit frein à l'emploi. Maintenant, c'est pas rédhibitoire non plus, honnêtement. Ça peut être compensé par la motivation et ce qu'on fait par soi-même. Voilà. Mais par contre, les niveaux de qualif, honnêtement, en dessous d'un bac plus 2, on a beaucoup de mal à trouver un métier dans le numérique. Certains métiers, mais ils sont pas si fréquents que ça. Et puis, généralement, on oscille plutôt entre bac plus 3, bac plus 5. Donc, des niveaux de type licence professionnelle jusqu'à master ou ingénieur. Voilà, ou équivalent, hein. Il faut pas oublier les équivalences de j'ai fait des choses dans ma vie et donc j'ai un niveau équivalent A. Alors, vous pouvez très bien comment dire, le valider en faisant une VAE, une VAPP, hein. Ça, encore une fois, je ne vais pas détailler ces choses-là et vos conseillers APEC vous expliqueront bien mieux que moi la manière de. Parce que c'est vrai que la pratique de recrutement en France, hein, notamment, s'appuie beaucoup sur c'est quoi ton niveau de diplôme et si t'as pas eu le bac, mais si tu t'es formé ou autre, eh ben, parfois on vous regarde de travers. Je le dis de manière très transparente parce que c'est ce qu'on vit nous au quotidien chez Numérique Emploi, hein, des candidats qui n'ayant pas le bac, on leur propose des choses, mais parfois bah, les entreprises jouent pas le jeu entre guillemets. Voilà, on parlait de l'école 42. Il y a des écoles comme ça, grandes écoles numériques, qui sont censées prendre des gens qui n'ont pas forcément eu le bac et qui sont formés au travers des programmes. L'école 42, c'est quand même 3 ans de formation, hein. Maintenant, statistiquement parlant, l'école 42, 60% des candidats ont plus que le bac plus 2 ou bac plus 3, hein. Donc voilà, ça donne juste une tendance. Donc le niveau de qualif est quand même plus important. Et donc ce critère-là, forcément, l'entreprise va le regarder avec l'expérience. Donc un parcours, effectivement, sur le schéma que vous avez là, c'est la première étape, c'est si vous connaissez pas, c'est déjà de trouver des dispositifs qui vous aident à découvrir les métiers du numérique et à bien définir votre projet professionnel. Et là, pour le coup, je sais qu'il y a un certain nombre d'ateliers ou de programmes proposés par l'APEC. Après, vous avez la formation aux bases d'une famille métier. Je prends l'exemple des développeurs que j'ai cités tout à l'heure. Si vous connaissez pas l'algorithmie, la conception d'un logiciel de manière logique, sans parler de technologie et de langage, vous aurez du mal à développer des logiciels, hein. Donc, il y a au moins ces acquis-là et pratique d'un premier langage, quel qu'il soit. Généralement, on commence par des langages simples. C'est pour ça que souvent on propose du PHP, qui est un langage entre guillemets simple, en tout cas plus simple que d'autres. Maintenant, souvent, au-delà de ça, il faut passer sur des formations de spécialisation métier. Alors, l'acquisition des connaissances de base, c'est pas forcément 2 ans de formation, hein. Les connaissances de base, dans un programme un peu accéléré, ça peut durer 3 à 6 mois. Et la spécialisation métier, aujourd'hui, une chaîne numérique emploi, en tout cas quand on fait un programme accéléré, ça dure 10 mois. Donc la somme des deux, quand on n'a jamais fait de numérique et qu'on a bien défini son projet professionnel, c'est de l'ordre de 15 à 18, parfois 24 mois.
regarder École 42, 36 mois, parce qu'ils vont un peu plus loin dans les compétences techniques qui sont apportées aux candidats. Mais il faut avoir le temps de, entre guillemets, ou la durée de chômage qui va bien, pour faire 3 ans de formation, hein. C'est de plus en plus compliqué. Et après, vous avez souvent des petites adaptations métiers qui se font, soit quand vous êtes recruté par l'entreprise, soit juste avant d'être recruté par l'entreprise, avec par exemple, oui, je dois citer les POI, qui permettent de faire une mini-adaptation au poste de travail, voilà, pour que vous complétiez par rapport aux exigences de l'entreprise vos compétences, si ça peut aider à ce que l'entreprise vous recrute. Sinon, elle vous recrute et puis elle vous forme après avec les dispositifs qui sont proposés par les OPCO pour financer vos formations. Là encore, les conseillers APEC sont là pour vous conseiller sur le sujet. Une POI, c'est généralement 3 mois en moyenne. Maintenant, il n'y a pas forcément de règles aussi strictes depuis les réformes qui sont en place chez France Travail. Si vous n'avez jamais fait de numérique, devenir développeur en 3-4 mois, c'est pas possible. On peut devenir technicien helpdesk en 3-4 mois, et puis on apprend dans l'entreprise après, mais on a au moins toutes les connaissances de base. On peut devenir testeur d'application en 3-4 mois, avec donc des POE, mais devenir spécialiste administrateur système réseau, devenir spécialiste cybersécurité, devenir développeur d'applications en 3-4 mois, j'y crois pas du tout. Enfin, et c'est pas que j'y crois pas. Par la pratique, ça fait 10 ans qu'existe Numérique Emploi, je n'ai jamais vu quelqu'un réussir avec juste 3-4 mois de formation. Ou alors il s'était auto-formé avant, il avait toute la moitié des connaissances déjà. D'où ce parcours. C'est évaluer où vous en êtes dans ce parcours d'accession à l'emploi. Et ne pas oublier, ça c'est ce qu'on rappelle aux entreprises, que il n'y a pas besoin d'attendre le mouton à 5 pattes pour recruter. On peut recruter quelqu'un même s'il manque encore quelques connaissances, parce que je rappelle quand même que l'entreprise a un devoir de formation de ses salariés et qu'il y a quand même tout un tas d'aides, même si en ce moment certaines aides risquent de diminuer, je pense à l'apprentissage notamment, mais c'est pas dramatique non plus, hein. Il y a toujours eu des aides, elles étaient plus importantes ces dernières années, même si elles baissent, on reviendra peut-être à ce qu'il y avait avant, pour que les entreprises forment les personnes qu'elles recrutent ou les salariés pour les faire évoluer dans leur carrière. Et ça, c'est un point important. Je crois que c'est à peu près tous les slides que j'avais. Oui, c'est tous les slides que j'avais. Maintenant, il y a peut-être encore quelques questions. Euh, Ouais, bon, les durées de formation, enfin, je vous dis, en moyenne, hein, parce que ça dépend de chaque cas de figure, mais quelqu'un qui n'a pas fait de numérique, il ne faut pas croire qu'on devient spécialiste numérique en quelques mois. C'est entre 1 à 2 ans. En tout cas, les programmes d'accompagnement qu'on a vis-à-vis de gens qui se reconvertissent notamment dans le numérique ou qui se forment au numérique parce que n'ayant jamais travaillé, comme des jeunes effectivement qui ont eu ou pas le bac, c'est quand même ces durées-là, hein. Je voyais une question sur Transition Pro. Oui, c'est les situations d'emploi, je suis en train d'y répondre au Oui, fur. oui, bon, voilà. Bon, après Transition Pro aujourd'hui, avec des formations un peu longues, on n'obtient pas toujours les financements qu'on veut. J'ai eu quelques candidats qui ont fait une rupture conventionnelle pour être demandeurs d'emploi et bénéficier des formations parce que via Transition Pro, ça marchait pas. Mais je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. Ça s'étudie en tout cas, hein. Et l'APEC sait très bien le faire, hein. Y avait-il un dernier point que tu voulais rajouter, Thierry? Euh, Moi, j'ai dit, enfin, les points essentiels, on pourrait y Oui, passer des heures, hein, évidemment, mais parce que tout à comme tu l'as dit derrière, chaque situation étant individuelle, fait, euh, exactement. il faut être lucide. Il faut, alors, par pitié, écouter ce que vous disent les conseillers que vous avez en face de vous, et surtout les conseillers APEC, je veux dire, ils font du qualitatif. Je veux dire, votre conseiller France Travail, il voit tellement de métiers, de choses passées, qu'il n'a pas les connaissances aussi approfondies métiers, je dirais, que n'aurait un conseiller APEC. Euh, Parce que je vois des candidats qui disent ouais mais non mais moi mon cousin m'a dit machin ou un OF m'a dit que, et puis après on les voit revenir en disant ah ouais finalement vous aviez raison, bah ça n'a pas marché. Bah oui, le marché du travail, je veux dire des spécialistes comme l'APEC ou les spécialistes de numérique emploi qui sont tous des bénévoles venant des entreprises du numérique, hein, savent observer le marché de l'emploi et dans 99% des cas ils vont vous donner des conseils qui sont pertinents, et il faut les croire. Quelqu'un qui me dit non mais moi je vais quand même essayer de m'inscrire à une formation qui dure qu'un an et pas 2 ans, mais j'ai aucune connaissance, ça va aller plus vite. Et puis, bah, il n'est pas pris à la formation. Et puis, du coup, bah, il a raté le coche parce que les formations qui duraient 2 ans, eh ben, elles ont démarré et puis il n'a pas été pris. Je dis ça nous a encore arrivé il y a 2 mois. Les candidats qui n'ont pas voulu nous écouter, bah, du coup, il a passé son tour parce que la formation suivante, c'est dans un an.
Tout à fait. Chaque année, on voit les situations, hein. C'est ce qui est très important et Thierry vous l'a dit à plusieurs reprises, il n'y a pas de formation miracle. Il faut prendre le temps d'écouter le marché, d'observer, de regarder des parcours existants de personnes qui ont suivi des formations, pour les formations notamment prises en charge, lesquelles, pourquoi elles sont prises en charge, combien de temps elles durent, qu'est-ce qu'il y a au bout de la formation, parce qu'il y a plein de promesses formation qui ne sont pas tenues, parce que certains l'ont cité d'ailleurs, hein, dans le chat et c'est très clairvoyant de le dire comme ça. La formation aussi est un marché. C'est comme vouloir acheter un cours de cuisine. Enfin, Oui. il y a plein de prestataires. Tout dépend après quel niveau de cuisinier vous voulez être au bout de la formation. Donc, c'est pour ça, ne vous précipitez pas dans vos démarches. Prenez le temps de faire le tour des conseillers en évolution professionnelle pour vous documenter, identifier les ressources qui existent et toutes les informations mises bout à bout vous permettront de comprendre le parcours réalisable et surtout qu'est-ce qui sera concrétisable et à quel moyen terme. C'est pas parce que vous faites une formation aujourd'hui que demain vous serez employable. Il y aura peut-être des étapes intermédiaires et complémentaires qui n'auront pas été prévues dans le schéma de départ aussi. Il y a deux petits points, deux questions que j'ai vu passer là, sur lesquelles je veux revenir. Alors, une question que je viens juste de voir passer en disant comment on passe d'un conseiller France Travail à APEC. C'est pas l'un ou l'autre. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes inscrit chez France Travail, tant mieux. Vous pouvez bénéficier d'un certain nombre d'ateliers, d'accompagnement. Si vous êtes dans une région à la numérique emploi, n'hésitez pas à soumettre votre dossier sur le portail numérique emploi de votre région. Ça, c'est une chose. Et puis, et deuxièmement, si vous êtes cadre, allez à l'APEC. Mais l'APEC vous suivra en parallèle de ce que vous proposera France Travail. Voilà, c'est juste que, à mon point de vue, vous aurez plus fréquemment des conseils d'un conseiller APEC plus en profondeur qu'un conseiller France Travail. Et on est partenaire France Travail. Et si on est à leur côté, c'est bien à leur demande parce qu'ils ne peuvent pas connaître tous les métiers. Ça, c'est un premier point. Il y avait une autre question sur est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus faits pour les indépendants. Alors là, je montais un petit point d'alerte. Attention, il y a deux points sur les indépendants. Je vois pas mal de demandeurs d'emploi qui, ne trouvant pas d'emploi, se disent, bon, puisque les entreprises ne veulent pas me recruter, je me mets à mon compte. Posez-vous juste la question de pourquoi les entreprises ne vous recrutent pas, parce qu'il est fort probable que ça soit les mêmes raisons qui fait qu'en indépendant, vous ne trouverez pas de clients. Parce que si une entreprise ne vous a pas recruté pour travailler chez elle, pourquoi elle vous prendra en indépendant pour travailler chez elle, cette entreprise-là ou une autre? Il y a une vraie réflexion autour de ça. Et attention au marché. Le marché européen globalement, mais notamment français, est un marché peu enclin à aller vers les indépendants. Si vous allez au Canada, par exemple, oui, 60% du numérique se fait en freelance. Mais c'est un marché économique comme les US qui n'a strictement rien à voir avec le marché européen. En ce moment, compte tenu du repli économique que nous vivons, même si le secteur numérique est toujours en croissance d'environ 5% et pas 6% comme on l'avait prévu en début d'année, on recrute toujours, mais attention parce que se mettre à son compte en disant je vais m'en sortir, ça marche dans certains cas, pour des métiers de gens qui souvent ont déjà de l'expérience, vous êtes directeur de projet, chef de projet, pour X raisons, vous voulez vous mettre à votre compte, des entreprises ont besoin d'une aide ponctuelle externe, pourquoi pas. Mais des gens qui n'ont jamais fait de numérique, qui n'ont pas d'expérience, honnêtement, dans la globalité, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous allez tenir un an et encore, voilà, vous allez vivoter entre les indemnités France Travail et un peu de revenus que vous allez générer, mais c'est malheureusement pas, c'est souvent pas pérenne dans le temps. Encore une fois, c'est mon observation des candidats qu'on accompagne via France Travail. Hein. N'en faites pas une généralité. Je Oui, dis absolument. parce que le projet professionnel, c'est une chose, mais si vous voulez devenir indépendant, c'est aussi un projet professionnel avec un business qu'il faut avoir bien étudié avec. Et ça, pour le coup, je pense que la PEC aussi peut vous aider à réfléchir à ça, mais foncez pas sans être sûr que vous allez sur un marché porteur, parce que le marché du travail, c'est le marché du business aussi. L'un est fortement lié à l'autre. Il ne faut pas les opposer en disant, puisque ça ne marche pas en recrutement, je vais essayer dans le business. Et le point commun, c'est les entreprises qui cherchent des spécialistes. Donc, Tout à est-ce que vous répondez à ces critères-là? Un grand merci Thierry pour cette heure passée ensemble pour présenter l'évolution professionnelle dans les métiers du numérique. À nouveau, on vous invite à vous retourner vers les bonnes ressources, Numérique Emploi. Vous avez l'OPCO Atlas aussi en matière de formation, les différentes régions de vos territoires, les centres APEC, votre conseiller France Travail et toutes les initiatives autour du numérique pour vous documenter, vous renseigner et trouver le bon chemin pour votre situation particulière. Le replay vous sera accessible d'ici
d'ici une semaine, c'est-à-dire à la clôture de tous les webinaires de la semaine de l'évolution professionnelle. Donc, vous êtes inscrit, donc vous recevrez le lien pour y participer, enfin, le revisionner, voilà. Et n'hésitez pas à suivre Thierry sur son compte LinkedIn. Il partage régulièrement des informations qui peuvent être utiles pour tout le monde. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une excellente continuation. Nous espérons que vous avez identifié des débuts de réponses et des ressources pour pouvoir poursuivre vos démarches. Très bonne continuation. Au revoir. Au revoir, merci de votre écoute. Au revoir.